Ce sont des images de prisonniers nord-coréens qui ont été arrêtés. Alors, respect des conventions de Genève, évidemment, on les a floutés puisqu'on ne montre pas des prisonniers en situation, disons, d'arrestation comme celle-là. Mais enfin, on a vraiment beaucoup d'images. Là. Disons, ceux qui étaient sceptiques, puisqu'on entendait encore certains sceptiques, là, se rendront certainement à ces arguments. Cyril Amourski, c'est un cap important dans cette guerre. Hein. Le président Zelensky a tenu à montrer ces Nord-Coréens. On verra plus tard l'ensemble des images, leur arrestation, etc. C'est tout à fait juste. Cela fait des mois qu'on parle donc des combattants nord-coréens qui sont du côté russe, mais on n'avait jamais de vraies images. On n'avait en tout cas pas de prisonniers. Ça fait déjà des semaines, 1 ou 2 semaines, qu'on a des images vraiment qui ont été filmées par des drones ukrainiens où on voit des combattants nord-coréens donc face à l'armée ukrainienne. Mais cette fois-ci, c'est très clair, il y a des prisonniers de guerre nord-coréens. Auparavant, les Ukrainiens avaient essayé d'en faire un il y a 2 semaines, il me semble également. Il est mort malheureusement parce qu'il était grièvement blessé. Cette fois-ci, les Ukrainiens évidemment se vantent de cette conquête parce que, comme vous l'avez mentionné, il y a plein de personnes qui restaient encore sceptiques. Maintenant, il n'y a plus aucun doute. Et donc, il y a une conférence de presse qui devrait se mettre en place dans les jours à venir. On nous aurait dit il y a 1 an que des soldats nord-coréens se battraient sur le sol de l'Europe. C'est quand même l'Europe. C'est quelque chose de vertigineux. Ce que dit le président Zelensky ce soir. Le service de sécurité ukrainien continue de travailler avec les prisonniers de guerre de Corée du Nord. L'un d'entre eux a exprimé le désir de rester en Ukraine. Le second souhaite retourner en Corée du Nord. Si Kim Jong-un se souvient des citoyens de son propre pays, et s'il est capable d'organiser un échange pour nos guerriers détenus en Russie, nous sommes prêts à transférer ces soldats. Il y aura sans aucun doute davantage de prisonniers de guerre en provenance de Corée du Nord. Je suis reconnaissant à toutes les unités qui contribuent au fonds d'échange ukrainien. Voilà, on avance, on comprend que ce sera aussi une monnaie d'échange. Écoutez, 2 Nord-Coréens, Kim Jong-un n'en a absolument rien à faire. Et puis, en plus de ça, ils n'ont pas intérêt... Vous ne croyez pas que le cœur de Kim Jong-un qui bat certainement dans sa poitrine... Mais de toute façon, ce n'est pas leur intérêt non plus de rentrer en Corée du Nord, parce qu'ils vont être exécutés. Donc tout ça, on comprend qu'ils le disent, mais ça n'a pas beaucoup de sens en même temps, et ça ne sera pas mis en œuvre. Et puis si c'est un échange pour faire pression sur Poutine, pour qu'il y ait des échanges avec... Ça ne tient pas la route. Est-ce que vous avez vu ces images assez étonnantes des faux passeports russes? C'est-à-dire que même si, évidemment, on pense bien que l'opinion, ils n'en ont pas grand-chose à faire, et en même temps, ils ont fait l'effort de leur donner des faux passeports russes. Pourquoi? Tous les documents, parce que justement, ils voulaient cacher jusqu'au bout la présence de Nord-Coréens. Ils voulaient dire que non, ce sont des Bouriates, des Yakoutes, mais ce ne sont pas Nord-Coréens. Aujourd'hui, cette stratégie ne fonctionne plus, puisque clairement, ce sont des personnes qui ne parlent pas russe, qui ont besoin, comme vous l'avez mentionné, d'un interprète qui leur traduit du coréen vers l'ukrainien et ainsi de suite. Et en réalité, je pense que Zelensky est quand même un président assez intelligent. Il comprend très bien que l'objectif premier, c'est pas d'obtenir la libération de 2 soldats ukrainiens. Il comprend très bien qui est Kim Jong-un et quelle est la nature de son régime. C'est une question de communication, mais c'est une bonne communication. C'est de dire que nous, on n'en a pas besoin de ces soldats. De toute façon, on ne souhaite pas mener la guerre aux Nord-Coréens. Les Nord-Coréens, on sait qu'ils ont été mobilisés de force, envoyés de force. Et là, pour le coup, ils ont une excuse parce que c'est un régime qui est tyrannique où, de toute façon, ils n'avaient rien à faire sur le territoire ukrainien et c'est différent des Russes. Et donc, même le rapport des Ukrainiens vis-à-vis des Nord-Coréens est très différent que celui vis-à-vis des Russes. Et donc là, le message, c'est de dire que voilà, nous, ce qui nous importe, c'est vraiment de faire revenir nos hommes sur notre territoire. Pour nous, c'est important. Nous sommes un État démocratique et les Nord-Coréens, on s'en fiche. C'est ça le message, c'est de dire qu'en gros, nous, on continue à penser à nos hommes. C'est surtout ça le message primordial. On entend la communication très offensive de l'Ukraine. Ça n'est pas que de la communication. Ce sont aussi des actions de terrain. Regardez et commentez, s'il vous plaît, ces images de batailles de drones dans le ciel menées par l'Ukraine dans des circonstances extrêmement actives et assez inédite parce que ici c'est un drone. Alors, on a eu toutes les sortes de drones. On apprend maintenant qu'il y a plus de 50%, à peu près 50% des actions militaires ukrainiennes qui sont menées par drone. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un rayon d'impact qui est intéressant. C'est exactement ce que vous étiez en train d'expliquer. Après, très sincèrement, quand on voit ce type de drone, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit ce type d'usage depuis récemment. On avait une autre vidéo, il me semble, il y a encore une semaine, assez similaire à celle-ci. Mais la lutte de drones contre des drones, ça se fait déjà depuis plusieurs mois, depuis en réalité même plusieurs années en Ukraine. Et c'est quelque chose de très important parce que les Russes utilisent par exemple des drones qui leur coûtent des dizaines de milliers
milliers de dollars, même parfois plus de production, notamment les Lancet, qui sont redoutables, qui sont très bons et qui peuvent aller à des distances assez importantes. Ils ont frappé la région de Dnipro, par exemple. Et les Lancet, aujourd'hui, les Ukrainiens les combattent également avec des petits drones rudimentaires qui coûtent seulement quelques centaines d'euros. Donc évidemment, il y a aussi un avantage d'un point de vue financier, j'ai envie de dire, et c'est une lutte qui est vraiment importante, parce que là, quand on voit les fusils à pompe, on peut se dire, bon, c'est limite ludique, on peut se dire ça. En réalité, les fusils à pompe, c'est un cas à part. Mais la lutte principale, c'est vraiment la lutte contre les drones dans le ciel, et cela se fait régulièrement. Non, ici, c'est un drone Lancet russe qui est en action dans la région de Kakhovka. C'est exactement ce que vous dites, c'est ce dont vous parliez, Cyril. C'est l'action des Russes pour montrer qu'eux aussi sont actifs, inventifs, industrieux, parce que, là encore, eux aussi veulent faire démonstration auprès des Américains. Là, d'ailleurs, le drone qui est utilisé, c'est pas un Lancet. Le Lancet, il a une forme différente, ça ressemble plutôt à un Supercam, mais à vérifier, mais il me semble. Et c'est tout à fait juste ce que vous avez mentionné. En tout cas, c'est pas un Lancet, ça c'est sûr. Mais quand on regarde ces images, on comprend à quel point les drones sont utilisés et du côté ukrainien et du côté russe. Et vous pouvez le demander même à des reporters de LCI qui vont régulièrement sur le terrain, qui diront exactement la même chose. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'aller sur le terrain, travailler avec des militaires en ce qu'on appelle la ligne zéro, donc à quelques centaines de mètres des combats et à quelques centaines de mètres des Russes. Pourquoi ? Parce que les Russes ont augmenté la quantité de production des drones et les Ukrainiens ont toujours un certain avantage par rapport aux drones, mais les Russes, par exemple, ont développé beaucoup plus rapidement la fibre. Et ça, c'est quelque chose de super important pour pouvoir passer les brouillages, notamment. Ils ne peuvent pas être brouillés pour la plupart. En tout cas, il faut des brouilleurs très puissants. Et puis, les Ukrainiens, vous avez raison, ils utilisent quand même énormément leurs propres drones qu'ils ont produits cette année en plusieurs millions. Enfin, cette année, en 2024, à vrai dire. Alors qu'en 2023, c'était moins de 1 million. L'objectif de Zelensky, c'est 1 million. Il a quand même augmenté de plusieurs millions cet objectif, ça c'est clair. Et vous avez parlé des bénévoles. Je pense à un seul bénévole en particulier, Serhiy Sternenko, qui est un volontaire ukrainien, un bénévole qui avait combattu d'ailleurs dès les premiers mois de la guerre. Il a réussi à financer, grâce à sa communauté, plus de 125 000 drones. 125 000 drones, et c'est juste un seul bénévole qui a réussi à faire ça. C'est une quantité importante, et en réalité, sur la quantité totale de drones qui ont été achetés par des bénévoles, on voit que les bénévoles jouent un rôle très important dans cette guerre. Et pas que les bénévoles, les diasporas aussi. Bien sûr. Xavier Titelman, qui est familier de ces plateaux, il travaille. Il y a là presque un problème, disons, de philosophie sociale. Moi, je suis toujours frappé. Quand on est naïf et un peu plus jeune, on est pacifiste de nature, et on découvre souvent après qu'en réalité, la guerre est le creuset de tant de choses. Techniquement, par exemple, le GPS, et une invention guerrière, c'est une invention militaire. Aujourd'hui, ça paraît très sympathique, etc. La médecine, très souvent, la guerre, hélas, dans tout son cortège d'horreur, est aussi le creuset des, entre guillemets, progrès techniques. Mais vous avez raison de parler d'innovation en termes militaires et de dire que, par exemple, après, il y a des secteurs qui s'inspirent, et donc on parle des drones qui sont devenus de plus en plus guerriers, etc. Mais quand on parle de la guerre en Ukraine, il n'y a pas que ça en termes d'innovation. Il y a aussi en termes de prothèses, tout ce qui concerne la vie civile, toutes les séquelles de la guerre. L'Ukraine va être un terrain extrêmement intéressant en termes de production d'armes, ça on en a déjà parlé. Mais, et il l'est déjà en réalité, en termes de tout ce qui concerne également les prothèses et la vie d'après-guerre, la reconstruction et un tas d'autres startups qui aujourd'hui se mettent en place en Ukraine, qu'elles soient ukrainiennes ou étrangères, ce sera un pays qui l'est déjà une fois de plus, comme vous l'avez dit, mais qui va encore plus accueillir... Que veut dire après-guerre ? Vous venez de mentionner les mots après-guerre. On va voir plus tard dans l'émission que le président Zelensky parle de négociations, Trump parle de négociations. Il y a d'autres, comme Boris Johnson, qui restent sur la ligne. Il n'est pas question de négocier, c'est une trahison des principes. Mais d'abord, regardons comment la Russie, elle aussi, essaie de gagner, disons, une certaine bataille, en tout cas intérieure pour l'instant, de communication et de propagande. Vladimir Poutine a décerné la plus haute décoration de Russie à un soldat que vous allez peut-être reconnaître. On va voir la séquence. C'est un soldat dont la séquence a fait le tour du monde, et c'est pas exagéré. Il avait été... engagé dans un corps à corps, un combat singulier. C'est un soldat yakoute qui s'est opposé. Voilà, c'est l'homme ici qui reçoit cette décoration, et le président yakoute lui remet un couteau. Sur le couteau, le message « Protéger notre Russie ». On va expliquer vraiment, passer un moment très important, la propagande russe qui a beaucoup d'écho pour comprendre ce qu'est la Russie en guerre en ce moment. Alors tout le portrait de ce personnage compte beaucoup dans cette organisation de propagande. Homme modeste, donc yakoute. C'est typiquement ces soldats que la Russie va chercher pour aller au combat. Pour bien comprendre l'enjeu, voyons un extrait évidemment très expurgé de ce combat très violent dans lequel vraiment, homme à homme, ils se sont combattus jusqu'à la mort.
Une réaction d'abord sur comment vous recevez ces images-là, Michel Goya. Vous qui avez fait la guerre, contrairement, je crois que vous êtes le seul sur ce plateau à l'avoir faite, ce qui est très différent que d'en parler. J'étais frappé, le général Yakovlev, en regardant cette séquence, il le disait, une forme d'admiration pour les deux combattants. Est-ce qu'on peut ressentir cela? C'est ce que disait Yakovlev. Non, Cyril Amourski est plus sceptique. Non, mais je comprends l'idée qui est véhiculée par ce type de message, mais je pense que la question que vous posez au début en regardant cette séquence n'est pas forcément la bonne, dans la mesure où, quand on voit ces images, moi je suis horrifié, parce que quand on regarde toute la séquence, on voit le Yakout se mordre la main, on voit un combat de couteau. N'allez pas plus loin dans la description, parce qu'on l'a exploré. C'est des images qui sont effectivement très dures, et surtout qu'à la fin, le soldat ukrainien, donc pour contexte, un soldat de 30 ans, qui s'appelle Dmytro Maslovski, qui vient de la région de Odessa et qui était un soldat de carrière depuis des années en réalité dans l'armée ukrainienne. Et ça, c'est un combat qui a eu lieu dans un tout petit village avec, avant le début de la guerre, 130 habitants, qui se trouve juste au nord de Kurakhove, qui s'appelle Trudove, qui est occupé en réalité depuis des semaines. Et ces images datent en réalité de la fin du mois de novembre. Et Dmytro Maslovski dit à la fin de la vidéo, déjà, il reconnaît effectivement le courage et la force de son adversaire en disant que tu as été un soldat valeureux, tu as été meilleur que moi, mais il lui dit, s'il te plaît, laisse-moi mourir en paix, laisse-moi penser à ma mère. Il y a quelques secondes qui passent et on entend un coup de feu. Donc il a été exécuté par le soldat Yakout. Et là, honnêtement, je ne suis pas militaire, mais je pense que c'est difficile de parler d'honneur et de courage dans ce genre de situation. Le combat, certes, a été mené de façon plus ou moins courageuse, mais l'exécution à la fin, c'est tout. Il aurait pu le faire prisonnier. Il aurait pu le faire prisonnier. Par et ça a été une exécution. Non, il aurait pu le laisser mourir. Ou le laisser mourir. Oui. Mais il a exécuté, alors que le soldat ukrainien a explicitement demandé à ne pas être exécuté. Et ça, il n'y a pas d'autre terme que de dire que c'est dégueulasse. Non, mais quand on voit ces soldats-là qui, effectivement, on sait l'oppression qu'ils ont subie à cause de l'Empire russe, de l'Union soviétique et de la Russie aujourd'hui, voir à quel point, effectivement, en fait, ils ont perdu. Je parle des soldats qui ont perdu l'humanité et qui donc achèvent de façon assez brutale un soldat ukrainien sur une terre qui leur est étrangère. Je veux dire, c'est quand même une chose qu'on n'a pas encore mentionnée sur ces 10 minutes de sujet, mais l'Ukraine est un pays qui a été envahi et c'est un envahisseur, le Yakout. Certes, c'est un combat une fois de plus courageux, mais c'est un envahisseur qui a exécuté un soldat ukrainien et voir ce manque d'humanité, que ce soit un Yakout ou un Russe de Moscou, c'est profondément choquant. Vladimir Poutine aura visiblement son moment avec Donald Trump et ce moment arrivera plus vite encore que ce que certains pouvaient le penser. Il faut écouter la déclaration de Donald Trump précisant qu'il va rencontrer Poutine et on parle là d'une échéance relativement proche, très visiblement. Écoutez Donald Trump. Le président Poutine veut qu'on se rencontre. Il l'a même dit publiquement et nous devons mettre fin à cette guerre. Il veut qu'on se rencontre et nous sommes en train d'organiser ça. On a beaucoup de rendez-vous programmés avec beaucoup de monde, mais je préfère attendre après le 20 janvier. Voilà, réaction d'abord peut-être, du camp, vous les voix ukrainiennes, comment vous ressentez ça, le fait que cette fois, ça y est, les choses sont claires, Poutine aura sa rencontre. Est-ce que les Ukrainiens se révolteront si le président Zelensky dit ce qu'il fait, c'est-à-dire fait ce qu'il dit, s'il dit nous parlerons à la Russie? Est-ce qu'il y aura une révolte? N'est pas unique, il y a une différence entre parler et avoir une négociation dès le début territoriale. C'est pas ça qui est dit par Zelensky. Et je pense que c'est une différence vraiment majeure, fondamentale, parce que ça fait des mois qu'on parle de la même chose. Et à chaque fois, quand on regarde même les sondages, on dit les Ukrainiens sont de plus en plus à vouloir négocier. C'est vrai, mais quand on rentre dans le vif... Pas tous, beaucoup disent non, jamais. Non, mais plus de 50% des On verra plus tard dans l'émission de quelle façon Nicolas Tenzer, qui est évidemment une voix importante du combat ukrainien, dit jamais de négociation sous aucune forme avec Poutine. D'abord sur le principe, reparler à Poutine. D'abord reparler à Poutine, c'est Trump qui va reparler à Poutine et je vois pas très bien comment on va l'en empêcher. Donc dire jamais on ne va pas, c'est qui on depuis le début, depuis qu'il est élu, Trump, même il l'avait dit avant, voulait régler la guerre. Il disait en 24 heures, ce qui n'est pas possible. Comment vous voulez la régler si vous ne parlez pas à l'ennemi? Je veux dire, on a toujours négocié avec les ennemis. On ne négocie pas avec ses amis ou ses alliés la paix. Donc c'est un principe de réalité. Parce que l'alternative, c'est la reddition.
Parce que là, effectivement, on ne discute pas. Mais la reddition, elle suppose une victoire militaire. Et c'est l'un des drames de cette guerre, c'est que ça fait 1 an et demi que le front est figé et que donc il n'y a pas de vainqueur suffisamment évident pour qu'on puisse amener l'autre partie à accepter inconditionnellement des conditions qui lui seraient dictées. Donc je ne vois pas très bien, effectivement, l'alternative à la négociation. Non, mais tout ce qui a été dit, tout est juste. Je veux dire, par rapport à ce que vous avez mentionné, par rapport à la reddition, par rapport au fait que de toute façon, alors l'autre alternative, c'est la diplomatie, tout ça, on le comprend. Sauf qu'en réalité, il y a une chose qui est à prendre en compte aussi, c'est que si on est aujourd'hui dans ce type de situation, c'est pas seulement parce qu'on a donné des armes et l'Ukraine ne s'en est pas sortie, c'est parce qu'on a donné trop peu d'armes, beaucoup trop tard. Et quand on regarde aujourd'hui, je suis allé visiter d'ailleurs des centres de recrutement en Ukraine, ils sont bondés. Il y a un problème de mobilisation, il y a un problème au niveau de la chaîne de commandement en Ukraine, on le sait ça. Les Ukrainiens sont tout à fait au courant de cela et ils critiquent le pouvoir pour cela et la structure militaire. Mais le plus gros problème, c'est pas la structure militaire, le plus gros problème, c'est le nombre d'équipements. Et quand on regarde ces centres de recrutement, et c'est ce que disait d'ailleurs Volodymyr Zelensky, il a dit j'ai 10 brigades qui seront prêtes à être envoyées dans la région de Donetsk ou bien sur le terrain, mais j'en ai seulement 1 sur 10 qui est équipée entièrement en termes d'équipement militaire pour pouvoir combattre face aux Russes. Quand on n'a pas suffisamment d'équipement, on ne peut pas s'en sortir. Et donc une autre alternative, c'est pas juste de dire que Trump il peut proposer uniquement un cessez-le-feu ou de négocier d'un point de vue territorial. Il a dit quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué ce soir, en tout cas, il me semble, c'est des mots de lui qui ont été répétés par son équipe, c'est de dire que si Vladimir Poutine n'accepte pas de négocier, n'accepte pas de trouver... donc c'était un membre de son équipe, c'était Kellogg qui a dit que si les Russes ne voulaient pas négocier, n'étaient pas prêts à se mettre à la table donc, des négociations et voir la question surtout des garanties de sécurité à l'Ukraine et la question territoriale, alors les États-Unis armeraient l'Ukraine jusqu'aux dents. Je veux dire, c'est quand même quelque chose de très important. Mais je pense qu'aujourd'hui... J'ai l'impression quand même que vous évitez un peu tous le... Vladimir Poutine était considéré comme un paria. S'il serre la main de Donald Trump, il va revenir dans le jeu objectivement. Et j'ai l'impression que vous avez l'air presque d'accepter ça. Mais si ça peut mener à un armement massif de l'Ukraine, rien. Je dirais, l'accepter ou pas l'accepter. On n'a pas à l'accepter ou pas l'accepter. Non, mais vous peut-être pas. Mais les Ukrainiens, pour les Ukrainiens, après Boutcha, etc., que l'Ukraine accepte l'idée que comment Est-ce qu'ils ont le choix, les Ukrainiens ? C'est ça le problème. Oui, ils ont le choix puisque la Russie est très fragilisée. La Russie est très fragilisée par son économie. On sait que l'avance russe est très modeste. S'il n'y a pas les armes, Darius, s'il n'y a pas les armes, je veux dire, tout ça c'est vrai. L'économie est super fragilisée. Quand on voit l'inflation, elle est terrible. Quand on voit l'hypothèque, elle est terrible. Quand on regarde les prix effectivement des produits et de tout ce qu'on veut, tout est terrible en Russie. C'est la vérité. Et on peut se dire que la Russie, elle est au bord de la faillite, mais ça fait quand même un bon moment qu'on se dit ça. Et je suis d'accord que depuis la fin de 2024, c'est encore pire qu'avant, mais c'est pas suffisant. Il y a quand même un homme qui lui a toujours tenu la ligne, jamais de défaitisme, pas de Chamberlain, pas de pétainisme, etc. Pour reprendre ce que disent beaucoup les Ukrainiens depuis le début de la guerre, c'est Boris Johnson, qui est évidemment un grand héros pour l'Ukraine. Lisons ce qu'il dit. Alors, il a donné une interview à un organe de presse balte, et il dit, il s'adresse à Vladimir Poutine. Alors, on a traduit comme on pouvait. Il doit comprendre que les pays baltes ne font plus partie de l'Empire russe, et l'Ukraine non plus. Il n'y a plus d'empire. Vladimir, tu es un, et il dit fucking idiot. Voilà, là, c'est lui qui a dit on ne négocie pas avec un crocodile qui a une de vos jambes dans la gueule. C'est frappant de voir à quel point les Anglais, en tradition churchillienne, et notamment Boris Johnson, lui est resté 100% toujours sur cette ligne. Mais vous l'avez mentionné, Darius, dans votre question, vous dites que l'état économique de la Russie n'est pas bon, et qu'en réalité, nous, on le sait tous, que d'un point de vue de sécurité collective... Mais là, pardon, l'admiration pour Boris Johnson, vous admirez cette clarté? Honnêtement, c'est une question à laquelle je suis de son bord. Je suis de son bord. Est-ce que c'est les termes que j'aurais utilisés ou pas? Honnêtement, c'est pas, à mon avis, aujourd'hui, le sujet principal. Même, en fait... Ce qui m'importe, c'est vraiment le sujet global qui est évoqué par Boris Johnson, parce que on continue donc à parler de la présidence Trump, on continue à parler de ces potentielles négociations, et c'est ça que je souhaite dire depuis une quinzaine de minutes, c'est que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, vous l'avez mentionné, la situation économique en Russie, mais d'un autre côté, ce qu'a dit Gallagher, le fait que l'Ukraine n'a jamais reçu suffisamment d'armes en réalité pour pouvoir se défendre et pour pouvoir gagner cette guerre, on se dit qu'il faut arrêter de dire que la seule solution, c'est uniquement les négociations avec des mauvais termes pour l'Ukraine. Et d'ailleurs, Zelensky l'a mentionné dans l'interview avec Lex Fridman. Il a dit il n'y a pas question,
Il n'est pas question Ils que je se battent signe sur les un deux Minsk champs. 3, Champ de un Minsk bataille 3 sans qu'il y ait des garanties de sécurité. Et si Zelensky, et je ne pense pas qu'il va le faire, signe un accord qui ressemblerait à un Minsk 3 avec Vladimir Poutine, avec d'autres États, sans la moindre garantie de sécurité et sans la moindre, disons, petite victoire pour l'Ukraine par rapport à la situation dans laquelle le pays se retrouvait en février 2022, il ne terminera absolument pas comme un héros dans son pays. Et en plus de cela, il faut comprendre que la guerre, elle rééclatera à un moment ou à un autre. Parce que, non, mais dernière chose, parce que vous avez mentionné que ça peut être une opportunité pour l'Ukraine de reconstruire le pays. Et les Ukrainiens savent très bien qu'ils ne pourront pas le reconstruire si une partie de leur territoire sont occupés, parce que la guerre va rééclater. Voyez-vous le point tel que on en soit à ce que l'Europe en réalité soit la perdante de l'affaire? Trump mène son affaire, ses intérêts, etc., mais que l'Europe soit perdante. 100%, c'est tout le risque. C'est-à-dire que si aujourd'hui on laisse la Russie mener cette guerre sans la moindre sanction, sans le moindre problème, sans la moindre victoire ukrainienne sur le plan géopolitique ou d'un point de vue même stratégique, évidemment que la Russie en réalité elle se dirait eh bien pourquoi est-ce que je devrais m'arrêter là-dessus? Et c'est un danger pour nous, pour nos pays surtout alliés, pour les pays baltes, potentiellement pour la Suède, la Finlande et les pays limitrophes à la Russie, parce que ces pays seraient les premiers concernés. À vrai dire, ce n'est même pas les tout premiers pays concernés. Les premiers pays concernés, ce seraient des pays comme la Géorgie, qui est déjà occupée à hauteur de 20%, et la Moldavie, qui est juste à côté, qui n'est pas membre de l'Alliance non plus, qui a un système politique qui est divisé entre les russophiles et les pro-européens, comme c'était le cas en Ukraine avant 2014. Donc évidemment que nous sommes ciblés déjà aujourd'hui par des attaques cyber, comme cela a été mentionné par le Premier ministre suédois, et d'ailleurs c'est le cas de la France. Des hôpitaux à nous ont été attaqués par des hackers russes. Donc c'est un danger qui est réel, et c'est ça que je me dis aujourd'hui en tant qu'Européen, c'est que l'Ukraine, c'est une chose. C'est évident que pour les Ukrainiens, ce serait une mauvaise chose de négocier sur son territoire pour des raisons qui sont évidentes et qu'on a déjà mentionnées auparavant. Maintenant, je me pose d'un point de vue européen et d'un point de vue d'un citoyen d'un pays qui est membre de l'OTAN. Je crains sincèrement pour la sécurité de notre alliance. Je crains sincèrement pour la sécurité de nos alliés, parce que les Américains, ils sont loin. Ils se disent que c'est une affaire européenne et justement, Trump a envie de léguer cette affaire aux Européens. D'où d'ailleurs aussi l'idée d'augmenter les dépenses militaires jusqu'à 5% du PIB. Et en plus de cela, je me dis qu'une fois de plus, on est directement concerné et on peut être les prochains. Je n'ai pas envie qu'on le soit, et c'est pour cela que je souhaite qu'on soutienne l'Ukraine et qu'on ne la laisse pas dans une position de perdant. Ce sera un danger pour nous, et il faut le garder à l'esprit.